Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Daniel. Passionnant, passionné, je t'invite à le découvrir maintenant. Tu me disais que tu voulais que le prochain enregistrement se fasse au travers de la porte de ta douche. Est-ce que tu veux m'en dire plus, Daniel? Ben, ce que je peux te dire, déjà, j'ai pas une porte de douche, mais seulement un rideau de douche. Ah, Est-ce que ça te convient tout de suite en partant? bah écoute, comme on dit, il faut innover, bah, comme on dit, ça sera, ça sera une nouvelle approche. Puis je vais me trouver un perchman, on va trouver une solution. Non, mais c'est vrai, comme tu disais, je savais, j'attendais depuis un petit moment notre podcast de ce matin. J'ai dit, je vais prendre ma douche et tout ça. Puis pour moi, c'est une bonne façon de commencer ma journée. Puis ça me permet de rêvasser, de penser à toutes sortes de choses. Puis tout à coup, j'ai réalisé, oh mince, il me reste juste 5 minutes avant le podcast, je me dépêche, je m'habille et tout ça. Puis, mais bon, la douche, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que même ma conjointe se moque de moi parce que des fois, je suis en train de réfléchir. Le designer industriel est même sous la douche des fois, puis je pense à des solutions. Des fois, je marmonne pour essayer de voir comment je peux argumenter à des personnes et elle me regarde comme je suis malentendant, je l'entends pas approcher, donc c'est ça. Mais c'est bienveillant de sa part, puis ben c'est drôle. Puis enfin voilà. Je ferme la parenthèse. Ah bah écoute, je trouve cette parenthèse extrêmement pertinente parce que d'habitude je commence toujours le segment par nous on commence à se connaître mais les gens te connaissent pas donc présente-toi. Donc là on connaît déjà tes préférences du matin, il n'y a plus qu'à savoir si tu bois du café, du thé ou autre chose. Oui, 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 c'est ça. Le matin, oui, j'adore. Ça me prend au moins 2 cafés. Puis ma conjointe, elle a appris à être une amateur de café comme moi, le café espresso. Donc, elle s'est acheté une très bonne machine automatique. Donc, on peut prendre notre café latte chaque matin et tout ça. Alors, c'est très important pour moi le matin. C'est très important. J'ai besoin, souvent, je porte pas mes prothèses auditives parce que j'ai besoin du silence. Bien sûr, si ma conjointe me parle, je vais les mettre et tout. Mais elle, comme elle est enseignante, donc elle part très, très tôt le matin. Et moi, souvent, je me lève après elle quand c'est la période académique et tout. Puis, ben, c'est ça, j'ai besoin de silence, de réfléchir, de lire la presse et tout. Puis, un bon café ou même deux, c'est pertinent. Voilà. Écoute, je reconnais les talents d'entrepreneur et puis de marketeur, parce que tu as réussi à placer que tu avais un café de qualité chez vous, tu as réussi à placer que tu avais une bonne machine espresso. J'ai hâte à ce que tu nous parles de la marque, de l'expérience que tu as eue avec. Mais commençons par le commencement. Oui. Un grand bonjour à toi, Daniel. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un réel plaisir d'avoir une personne de qualité. J'espère que tu seras connu et reconnu assez rapidement. Mais commençons par le commencement. Qui es-tu, Daniel? Bon, Même ben, si on voilà. a beaucoup d'informations déjà, qui es-tu? OK, d'accord. Donc, je suis à la base un Canadien, particulièrement un Québécois. Je suis né ici au Québec en 1969, donc j'ai 53 ans. Je suis né à Lévis, mais j'habite à Montréal depuis une trentaine d'années environ. J'ai beaucoup voyagé. J'ai même vécu en France pendant tout près de 4 ans. Ça a été une belle expérience. Puis, j'ai voyagé beaucoup en Asie et tout. Euh, Puis comme profession, ben, je suis designer industriel de formation universitaire. Et puis c'est ça, ça a commencé à l'âge de 15 ans. J'ai découvert que il y a une profession qui s'appelait designer industriel. Je ne le savais pas. C'était à 15 ans au collège de Lévis que j'ai découvert ça dans un cours de français où on devait trouver la profession de nos rêves. Ok. Et j'en revenais pas. J'ai dit, hey, je pourrais être payé pour imaginer des choses que je pourrais faire pour aider les gens, faire des belles choses, des choses utiles et tout ça. Quand je me présente, les gens vont dire, ouais, mais le design industriel, c'est une profession, c'est ton travail, mais ça occupe tellement une place importante chez moi depuis tellement longtemps, c'est difficile de sortir le designer industriel de moi ou de me sortir du design industriel, je ne sais plus dans quel sens, là. Mais c'est ça, donc je suis aussi malentendant depuis l'âge de 4 ans, 4 ans et demi. Juste comme ça a l'air, j'aurais manqué d'oxygène à la naissance, c'est pas clair. Mais j'ai surtout eu, paraît-il,
une otite très grave, très importante à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, puis je serais appareillé depuis ce moment-là. Donc, c'est pas clair exactement, là, mais le fait d'être malentendant, ça a quand même occupé une partie importante de ma vie. Ça a été des gros défis, mais ça m'a pas empêché de me faire pousser par mes parents pour faire ce que j'aime, le design industriel à l'université comme eux voulaient, bon, tout ça. Et qui je suis? Ah, c'est une question, pour moi, c'est pas que je préfère les questions où on peut répondre par oui ou par non, mais me poser une question à développement, c'est un risque avec moi parce que ça peut être long. Euh, Écoute, ça tombe bien, je me suis préparé un bon café, puis c'est que le début. Moi, je t'ai dit, nos limites, on fera juste plus d'épisodes. euh, c'est ça, donc je dirais que je suis quelqu'un qui est très curieux aussi. J'aime rencontrer des personnes qui sont très différentes, qui sont j'aime beaucoup les gens qui viennent de d'autres pays, qui viennent au Québec, puis je me sens comme curieux d'en apprendre plus. J'ai toujours été fasciné par ça. D'ailleurs, j'ai deux tantes, une tante du côté de ma mère, une tante du côté de mon père. C'était des grandes voyageurs, alors, je sais plus. Puis il y en a une qui a vécu d'ailleurs en Suisse, c'est Mariette, un Suisse là-bas. Je te dis ça parce que je Oui, sais que oui. il y a un petit Suisse derrière le néo-québécois que tu es. Et puis, j'ai une tante, elle, du côté de mon père, elle a marié un Thaï, donc elle vit à Bangkok depuis bientôt 30 ans. J'ai toujours gardé le contact avec les deux. Ma tante, qui vivait en Suisse, est revenue vivre ici au Québec avec son mari suisse et tout. Puis, bref, ça m'a toujours fasciné, les gens qui voyagent, qui vont dans d'autres pays, ces choses-là. J'ai toujours été curieux. Euh, c'est ça. Enfin, je te laisse me poser d'autres questions parce que Écoute, c'est pas toujours évident. En fait, j'aime pas tant parler de moi que ça parce que je pense que je me connais jusqu'à un certain point pas mal, quoique dernièrement, j'ai appris à me connaître mieux. Pour moi, 2021-2022, ça a été euh, 2 années très charnières, puis tout ça. Mais j'aime beaucoup avec les années, j'ai appris à écouter beaucoup les gens parce que je me suis rendu compte que c'est très intéressant ce qu'ils nous ont à nous raconter, à me raconter. Puis on apprend toujours beaucoup des autres aussi. Je trouve, pourtant, je suis mal équipé pour écouter, là, mais, mais j'aime ça quand même parce que quand je fais du un à un, comme on fait one-on-one, je trouve ça intéressant parce que j'ai besoin d'entendre comme il faut. Ben, pour moi, c'est important de bien entendre. C'est une forme de respect. Je veux tout capter. Il y en a qui m'ont trouvé ça difficile, m'ont dit que t'es pas obligé de tout entendre, mais moi, j'insiste, là. C'est ça. Puis, avec la pandémie, je me suis rendu compte que les Zooms, c'est parfait pour moi parce que je peux monter le volume de mon interlocuteur sans lui demander de parler plus fort. Je trouve ça génial. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le présentiel, rencontrer les gens, puis aller prendre un café, boire un lunch et tout. Euh, Moi, je trouve que ça fait partie. C'est des, Avec les années, j'ai appris que le bonheur, des fois, c'est des petits détails. C'est comme passer un premier podcast un lundi matin avec toi. C'est pas compliqué, puis c'est juste ça. Puis des fois, on cherche loin, puis le bonheur est pas loin, puis enfin, bref. Écoute, j'ai le goût de te dire un grand merci. Ce que j'aime, c'est qu'avec cette introduction, je pense que les gens ont commencé à entrevoir le pourquoi je voulais t'inviter et pourquoi je voulais t'enregistrer, puis que je me suis dit que effectivement tu avais des choses à dire, mais plus qu'à une ou deux personnes en one-one. Euh, Commençons par quelque chose que tu as dit qui était fort intéressant, où tu parlais de ta passion pour le design industriel. Est-ce que tu sais d'où vient cette passion, cet élément-là pour le design industriel? Est-ce que tu griffonnais tout le temps en étant jeune? Est-ce que c'est l'amour des Legos? Est-ce que c'est option A, option B? Est-ce que tu es Mm. capable de mettre le doigt là-dessus? Oh oui, tout à fait. Je dirais que quand j'étais jeune, je pense que j'étais très, très lucide. J'ai des souvenirs qui remontent à aussi loin qu'à l'âge de 4 ans. Puis, j'aimais beaucoup bricoler.
me faire des projets avec du bois, des clous, des marteaux, un marteau et des scies et tout ça. Puis ma mère, quand je dormais, elle enlevait tous les clous des planches à bois pour que je puisse recommencer le lendemain pour être sûr que j'aille assez. Elle m'a raconté ça, puis j'étais jeune quand elle m'a dit ça. Ça m'avait marqué. Je trouvais ça super gentil. Oui. Ma mère, mon père avait un côté entrepreneur et tout. C'était un garagiste et il y avait des dépanneuses, des remorqueuses, comme on dit ici au Québec ou à Montréal, des towing. Et puis ma mère, c'était l'artiste. Elle aimait peindre, faire du dessin et tout. Je pense que j'ai un peu hérité ça des deux, mais je dirais que quand j'étais jeune, j'avais un sens critique très développé. Je regardais les objets, je me disais, mais mon Dieu, pourquoi ils ont fait ça comme ça? Je disais, ah, mais c'est donc bien pas beau, comme on dit, ou c'est mal pensé. Puis je me grattais la tête, je me disais, bon, j'essaie d'imaginer que moi, je pourrais peut-être faire mieux, ou je voulais comprendre pourquoi ça avait été fait comme ça. Puis d'ailleurs, quand j'étais jeune, les adultes me disaient, tu peux-tu arrêter de toujours demander pourquoi? Non, mais c'est vrai, Oui. mais le problème, ça s'est pas amélioré, je me demande toujours pourquoi encore. Sauf que c'est devenu une qualité, pour ne pas dire une force, voire une marque de fabrique. Et c'est extrêmement important de se poser la question. Mais j'ai aucune peine à t'imaginer petit Anand. Pourquoi? C'est beau. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton... fais souvent des longues phrases et des longues pauses pour faire semblant que je réfléchis alors qu'absolument pas. Que- Ce que je peux poser, c'est que tu as ouvert plein de portes, puis je trouve ça extrêmement intéressant, sauf que je suis en train d'essayer de les organiser. Restons vraiment dans le domaine un peu professionnel, après on ira au niveau des voyages, de tes passions, puis de Pas tout de ce qui reste problème. à découvrir. Mhm. Tu avais dit que tu as suivi un peu la voie académique, pour pas dire la voie que tous les parents nous disent de faire, un peu comme les rappeurs, fais de l'argent, fais des études ou fais du cash, mais tout finit par aie une position puis fais de l'argent. Mhm. Donc, tes parents étaient en accord avec le fait que tu souhaitais être designer industriel. Oui, 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 Comme, oui, tout à comme, fait. comme quoi le mot industriel est important quand on parle de design. Exactement, exactement, parce que, ouais, c'est sûr, parce que les parents, du moins au Québec, être un artiste, être une vedette de cinéma, jouer au théâtre, faire de la peinture, peindre en fait, ça peut leur faire peur, tout ça, mais je pense que le mot industriel a rassuré. Euh, En fait, c'est ça, ça me fait sourire parce que mon père, il est décédé il y a 21 ans, puis je pense qu'il n'a jamais vraiment su qu'est-ce que je faisais à l'université. Il savait que j'étais designer industriel, mais j'aurais pu l'aider dans ses projets à lui, mais je pense qu'il a toujours pensé que je faisais des beaux dessins et puis ça s'arrêtait là. Ça me fait un peu de peine, honnêtement, parce que j'aurais pu l'aider, mais bon, c'est comme ça. Mais mes parents, j'étais chanceux, m'ont payé tous mes études parce que je suis quand même parti de Lévis pour aller étudier à Montréal. C'était des études de 4 ans, design industriel. Euh, j'ai étudié de 90 à 94. C'était des études de 4 ans. Oui, J'ai pas pris un an de retard, c'est vraiment 4 ans. Et puis, c'était autant d'années qu'à l'école polytechnique de l'Université de Montréal en génie. Mais nous, on était situés à la faculté de l'aménagement. Donc oui, mes parents m'ont supporté, je leur en dois beaucoup. Voilà. J'allais dire t'es chanceux, mais en même temps, c'est cool que tu aies eu des parents qui t'ont soutenu et qui soient aimants. Qu'est-ce que tu as pensé de l'université dans le cadre du design industriel? Toi qui étais déjà un passionné, Mhm. est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que tu t'es dit que je vais manger mon pain rassis pendant 4 ans, puis après je pourrais libérer le dragon? Comment tu as vécu ces années universitaires comme Ben, passionné? la première session, pour moi, c'était très facile parce que je savais déjà c'était quoi le design industriel. J'avais lu beaucoup, téléphoné à un designer industriel de la grande région de Québec pour parler avec lui et tout ça. J'avais lu, je savais que Michel Dallaire, c'était le designer industriel le plus connu au Québec et tout. Donc, je suis arrivé à l'Université de Montréal, j'étais vraiment préparé. J'ai même retardé d'1 an mon arrivée à Montréal pour aller suivre des cours de dessin technique
au cégep de Lévis-Lauzon. Ok. Donc, tout ça. Et puis, je suis quand même rendu assez vieux parce que à l'époque, on travaillait encore avec des barres parallèles sur une table à dessin. Donc, j'ai vécu ça et moi, je suis arrivé justement en 90. C'était l'année charnière où on passait des tables à dessin pour aller à l'ordinateur. J'étais super content. C'est ça, parce que l'ordinateur, je trouve que c'est tellement un bon outil. Mais bref, là, je suis en train de perdre mon idée. Non, Euh, c'est correct. T'es 30, écoute, je dis, je trouve ça intéressant, mais je veux dire, l'informatique, la 3D, puis tous les logiciels ne retireront jamais le plaisir de gratter un calque avec sa lame de oui, rasoir et d'essayer de refaire des lignes droites dessus ou d'essayer de mais régler ça. Mais j'aimais tellement pas ça parce que quand j'effaçais, ça laissait des traces sur le papier et tout. J'aimais vraiment pas ça. Puis je me trouvais un peu maladroit. Mais effectivement, là, je retrouve le fil de mon idée. C'est qu'à l'université, j'ai trouvé ça facile la première session parce que moi, je savais c'était quoi du Oui, design industriel. Je trouvais qu'on perdait notre temps à parler de qu'est-ce que c'était le design industriel parce qu'il y en a qui étaient arrivés à la première session, puis ça avait l'air nébuleux encore. Moi, j'étais un peu déçu à ce moment-là, mais ça a été assez difficile par la suite quand même parce que on dormait pas beaucoup et l'Université de Montréal, le cours de design industriel, c'était un peu atypique comme formation. On n'avait pas d'examen proprement dit, mais des rapports à produire, des ok. maquettes à fabriquer, des prototypes, des choses de même. Donc, le problème avec ça, ça dépendait de chacun d'entre nous. Parce que si on sait qu'on a 50 pages à lire, c'est la même chose pour tout le monde. Mais là, si on a un concept, qu'on pense avoir un bon concept, il n'y a pas de limite de temps qu'on peut mettre pour le peaufiner et tout ça. Ça peut être dangereux des fois pour le Oui. sommeil. Et à la fin de mes études en design, euh, j'avais été 40 heures sans dormir. J'avais juste fait une sieste de 46 minutes. Et ça a été la seule fois dans ma vie que j'ai fait ça. C'était pas une bonne idée, mais j'avais trop de choses à faire. J'avais participé à un concours où j'avais gagné, puis tout ça, puis c'était la présentation de projet de fin d'études et tout. Puis ça avait été beaucoup, mais bon, je suis quand même content de l'avoir expérimenté. Mais puis c'est ça. Pour en revenir à mes cours en design industriel, il y avait beaucoup de discussions des étudiants parce que en design industriel, on est là pour remettre en question les choses, la façon de faire les choses, le pourquoi des objets, est-ce que c'est pertinent. Donc, on remettait en question notre formation, à savoir est-ce que l'université donnait un cours comme on voulait. On était des clients, après tout, on était des étudiants, mais je pense qu'à l'époque, on commençait déjà à se dire, ouais, mais le cours, est-ce qu'il pourrait se donner d'une meilleure façon, etc., etc. Euh, mais je pense que l'université, c'est un peu comme une auberge espagnole. Ça me fait penser au film de Cédric Clapiche. Oui. Et on y trouve ce qu'on n'y a pas. Puis c'est ça, j'ai essayé de me dire, oui, mais euh, il n'y a jamais rien de parfait, puis c'est chacun. Puis j'ai vu beaucoup de monde qui sont partis du même cours que moi, la même formation que moi. Il y en a qui sont allés en marketing, il y en a d'autres en design graphique, il y en a qui sont sortis du design industriel. Puis c'est ça, moi je suis resté dans le design industriel. Il y en a qui sont allés plus dans le design de chaussures. Ça fait partie du design industriel aussi jusqu'à un certain point. Bref, le design industriel, je pense, une très belle formation qui fait des personnes très polyvalentes. Euh, c'est ça, puis en tout cas, voilà. Tu vends tellement bien le cursus et la profession. Donc, en fin de compte, pour la remise en question, puis le pourquoi, il faut faire design industriel, il ne faut pas faire philosophie et littérature. C'est bien dit. Donc là, tu es sorti diplômé. Puis comment a Oui. été ton début de carrière? Ça a été pas évident. Ça m'a pris quelque chose. Ben, déjà, ça a été difficile parce que j'ai dû prendre une session d'arrêt parce que j'ai fait comme un burn-out. Oui. Durant mes études universitaires, 92 à 93, je suis allé faire un stage international à Birmingham, au Royaume-Uni. Tout ça, puis ça a été bénéfique pour moi. J'avais besoin de prendre le large. C'est la première fois que j'allais en Europe, donc je me permets de revenir parce que je Oui. pense que c'est important de dire que
ma vie, c'est pas forcément toujours un beau, long fleuve tranquille et tout ça. Donc, j'ai eu une période où j'ai dû arrêter de me mettre sur pause durant mon programme. Donc, au lieu de finir en 94, j'ai eu mon diplôme en 95. Puis, c'est ça, ça a été bénéfique, mais ça a été un passage difficile quand même. Parce que j'étais une personne qui se mettait beaucoup de pression. Puis, dans ma vie personnelle, c'était un peu difficile. J'avais fait le choix d'habiter aux résidences de l'Université de Montréal pour essayer de me faire plus d'amis, de mieux m'intégrer et tout ça. Mais ça a quand même été difficile parce que le design occupait beaucoup d'importance chez moi, mais côté social, ça a toujours été difficile, peut-être un peu à cause de mon handicap auditif et tout ça. Je me posais beaucoup de questions. C'est ça. Puis, mais le fait d'être allé en Angleterre, ça a aidé beaucoup. Ça m'a permis après ça à la fin de mon stage, j'allais faire 3 semaines avec un sac à dos en France, en Italie, en Suisse, en Autriche, en Belgique. Donc, ça a été formateur. Pour moi, j'ai découvert l'Europe pour la première fois en 92-93. Ah, Puis c'est ça a été génial. Puis c'est là, j'ai dit, ah, je vais revenir en France. Ça me donne 10 ans pour revenir en France, mais pas comme touriste, mais peut-être pour y vivre. Puis c'est là que je suis arrivé en France, à Annecy, en 97. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ah non, non, on va y aller directement. Là. Tu as ouvert en grand la porte des voyages. Moi, ça m'intéresse et ça m'inspire parce que tu as eu comme un coup de cœur, en fait, à travers cette expérience-là. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai eu un coup de cœur quand même en Angleterre parce que pour moi, c'était quand même l'Europe. Même Mm. si les Anglais, on a fait un sondage en 92 parce que j'étais dans une école d'ingénieurs qui avait un département de design industriel. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec les Anglais aussi, même si je trouvais que Birmingham, c'est un peu triste, c'est une ville industrielle triste. Et c'était nuageux souvent, donc c'était pas évident, mais j'ai trouvé les gens, le directeur aussi très sympathique. Et des fois, on allait faire des visites industrielles, puis même dans les secteurs industriels, il y avait toujours un pub pas loin. Et c'était impossible, même le directeur nous emmenait dans le pub. Et donc, on voit que l'aspect social en Europe, en Angleterre ou en France, c'est très important, c'est très différent. Puis j'ai toujours aimé ce côté-là. Ça m'a marqué. Puis, bref, quand j'ai fini, en fait, j'ai écourté mon stage de 2 semaines quand j'étais en Angleterre, à Birmingham, parce que j'ai croisé un Parisien qui avait sa voiture et il m'a dit, hey, le Québécois, si tu veux, on va traverser la Manche, on va prendre, pas le traverser, mais le ferry. Donc, on va prendre le ferry le soir, puis je t'amène à Paris, jusqu'à Choisy-le-Roi. Donc, j'ai fait le voyage avec un Parisien, on a pris le bateau, il m'a emmené jusqu'à Paris. Ça a été génial pour moi, parce que normalement, je devais aller visiter la France avec mes 3 autres consoeurs de mon bac en design industriel, mais je leur ai faussé compagnie. J'ai écouté, ne m'entendez pas, je pars. Oui. Ça a été la meilleure décision que j'ai faite parce que je suis une personne qui aime beaucoup son autonomie, sa liberté et de vivre les choses. Puis ça a été la meilleure décision parce que en voyageant seul avec mon sac à dos, les gens venaient vers moi. C'est vrai. Quand Oui. on voyage en groupe, ben c'est moins propice à ça. C'est ça que j'ai réalisé. Ça, ça me fait encore rêver, même à 53 ans, j'aimerais ça revivre ça. Bref, puis j'ai aimé beaucoup les gens que j'ai rencontrés durant mon périple. J'ai appris plein de choses. J'ai adoré me promener en train parce que l'Europe, pour moi, Oui. c'est le train. J'adore. Ça me manque. J'aimerais ça qu'il y ait des trains en Amérique du Nord comme en Europe. Ça me manque énormément. Je suis un grand rêveur à la base, donc le train, c'est parfait pour moi. Je peux regarder, rêver en même temps, roupiller, faire les siestes, ces choses-là. Oui, j'ai adoré ça. Puis je pense qu'on soit designer industriel ou pas, qu'on soit jeune ou pas, voyager, c'est quelque chose qu'on devrait chérir beaucoup plus. C'est, c'est important de rêver, de rencontrer, d'aller vers les autres, que les autres viennent vers nous aussi. C'est très enrichissant. Puis c'est ça. Voilà. Écoute, je te remercie
Bah, j'allais dire ce parcours de vie, puis je te remercie aussi d'être extrêmement accessible, parce que tu parlais de l'accessibilité des autres, mais toi-même, tu es extrêmement accessible. Évidemment, appelez-le pas pour lui vendre des aspirateurs, des trucs qui servent à rien, hein, mais j'ai dit, en termes de disponibilité, d'échange et puis de temps de qualité, je ne peux que vous recommander de prendre un peu de temps avec Daniel. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Ziadadi. Vous aurez aucun rabais, mais ça fera la joke. Donc là, tu as voyagé, t'as fait tu t'es installé 4 ans en France, c'était là? Oui, en fait, je me suis installé en France 4 ans après mon premier voyage en Europe. J'ai fait mon stage de décembre 92 jusqu'à avril 93. J'ai fait le tour de l'Europe donc au printemps 93. Et finalement, je suis revenu m'installer pour faire un stage à Annecy chez Salomon en juin 1997, donc 4 ans après mon périple. Je m'étais donné 10 ans, mais ça a été assez rapide. Puis c'est ça, donc pour répondre à ta question Oui. d'avant, une fois diplômé, ça a été assez difficile parce que ça m'a pris un an avant de me trouver une place. Tout ça. J'ai même refusé un emploi chez CAE Électronique qu'on connaît tous à Ok. Montréal, qui fait des Ouais. simulateurs de vol et tout ça. Et mon père comment dire, m'a grondé un peu. Il dit, ça se fait pas, refuser un emploi comme ça, c'est prestigieux. J'ai dit, oui, papa, je sais, je comprends. Mais j'ai dit, c'était pas du design industriel. Moi, commencer à monter des frames ou des images d'aéroports internationaux pour faire des simulations d'aéroports, je me voyais pas faire ça. Puis j'ai bien fait de m'écouter parce que 6 mois après, j'ai eu un contrat dans une compagnie de l'art des Ormeaux à Montréal pour faire des accessoires de hockey sur glace. C'est Puis cool. après, puis c'est ça. Puis plus tard, un an plus tard, ou 6 mois plus tard plutôt, j'ai été embauché par CCM, qui avait besoin d'un designer industriel, d'une petite équipe pour faire des patins à roues alignées. Et ça a duré un an. Ça a été difficile parce que j'avais à peu près 25 ans à l'époque. Je me posais beaucoup de questions. Puis finalement, j'ai quitté la compagnie, puis j'ai pris une pause. C'était un passage difficile, mais j'ai eu un bon professeur à l'Université de Montréal qui avait été au parfum, que ça allait pas bien. Et lui, il m'a dit, ah, ben, je t'ai trouvé un stage chez Salomon en France, ça va faire du bien d'aller voyager un peu. Puis en fait, c'est grâce à lui que je me suis retrouvé en France, chez Salomon, pour un stage qui devait durer 3 mois, mais moi, je me suis dit, ah non, non, 3 mois, c'est pas assez. J'ai négocié avec Salomon, pouvez-vous me prendre 6 mois? Il a dit, oui, OK, pas de problème. Puis de fil en aiguille, donc j'ai fait 6 mois. Puis 2 semaines avant la fin du stage, je leur ai faussé et compagnie, mais ils étaient contents parce qu'ils ont dit, ah, mon Dieu, grâce à nous, il a pu se trouver un CDI, donc un contrat à durée indéterminée chez TSL, le leader de la raquette à neige à Annecy. Donc, ça a été une très belle histoire pour moi. J'ai rencontré des gens superbes. Donc, oui, ça a été difficile ici au Québec, mon début après mes études. Il y a eu une petite traversée du désert, des remises en question comme quand on a la vingtaine et tout. Mais la France, pour moi, ça a été comme mon tremplin. On m'a fait énormément confiance. Plus on me faisait plus confiance que moi, je me faisais confiance moi-même. J'ai rencontré quasiment mon deuxième père en France, le propriétaire de TSL, avec qui je suis encore, Philippe Gallet, avec qui je suis encore en contact. On a toujours une occasion de se voir. Quand c'est lui qui vient à Montréal, je l'invite au resto. Ça m'est resté les apéros, puis les invitations au resto ou à la maison des Français. J'ai toujours aimé ça, ce côté européen, du moins français, mais je pense que les Européens aiment recevoir. Tu me corrigeras, là, en Suisse aussi, je crois. Puis, J'allais dire, ça dépend toujours, c'est Europe, il y a l'Europe centrale, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud, mais oui, traditionnellement. Mais c'est extrêmement intéressant ce que tu amènes et comment tu l'amènes, parce que souvent quand on discute avec des Français qui s'installent au Québec, au mhm. Canada, ils tiennent exactement le même discours que toi, en disant oui, mais on m'a fait confiance ici, alors qu'en France pas.
Donc, je trouve Mm. ça très intéressant ce que tu viens de nous partager, qui tue quelque part un peu un mythe, Mhm. qui est qu'en fait, c'est pas tellement lié à la culture. Ça ne pourrait ne pas forcément être lié à la culture nord-américaine, c'est au Mhm. libéralisme, mais plus au fait qu'en fait, on vient d'ailleurs, on est dans un nouvel univers, un nouvel écosystème. Donc non, c'est très intéressant. Mais c'est vrai ce que tu dis, je me suis toujours posé la question parce que c'est pas parce que je pense quelque chose que je remets pas ça en question. Parce qu'avec l'année, je rencontre plus de monde, je lis beaucoup, puis je me suis dit, je pense que le fait de se sortir de sa zone de confort, d'aller dans un autre pays, on est seul, on n'a pas de famille, on est peut-être plus réceptif aux autres. Et comme tu dis, probablement que les Français retrouvent ça parce qu'ils quittent leur mère patrie, viennent s'installer ici au Québec et toutes ces choses-là, on se met peut-être en déséquilibre et c'est ça qui nous force à se réinventer, peut-être. Mais, euh, mais je pense qu'en France, c'est plus facile de discuter. J'aime ça. Les Français aiment quand même la polémique, ils aiment discuter, mais enfin, tu pourras me dire, euh, c'est, oui, des fois, ça manque de diplomatie, mais tu peux argumenter. Puis c'est là que j'ai appris en France à faire un argumentaire. J'avais jamais appris ça ici parce qu'on a beau avoir une très bonne idée, mais si on sait pas la défendre, ça va passer à la trappe. Puis ça, je l'ai appris sérieusement, entre autres quand j'étais chez TSL. Parce que j'avais un chef qui était ingénieur, puis bon, les ingénieurs, puis les designers industriels, il peut y avoir une petite friction, bon, mais pour moi, ça faisait partie d'un défi, tout ça. Euh, mais j'ai appris à argumenter, à défendre mes idées, je trouve que c'était bien. Puis, mais je pense, c'est ça, je disais tantôt, je pense que c'est intéressant de voyager. Question de se mettre en déséquilibre pour essayer de se repositionner. Ça crée de la richesse. Puis je pense que tu as raison quelque part. Euh, tu sors un Québécois de son pays, puis ou un Français, ou un Australien, ou un Suisse, ça peut générer des choses. Je pense que c'est le résultat qui est important, c'est de s'améliorer, je pense. Ouais, je vois ça comme ça. Mais c'est pertinent ce que tu dis. Bah, écoute, je te remercie, puis je te fais effet miroir. Sans aucune transition, donc là, tu vis tes 4 années en France. Mhm. T'as l'air de t'y plaire. Qu'est-ce Oui. qui a fait que tu rentres à la maison? Comment ça se fait que tu es rentré au Québec? Oui, mais en fait, j'ai des collègues de travail, tout le monde était convaincu que j'allais devenir presque un Français, que j'étais là pour y rester, sauf une personne. Tout ça a dit non, 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 Daniel va rentrer. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai lu quelque part, c'est que souvent pour des expatriés ou des gens de n'importe quelle culture, quand on quitte son pays pour aller vivre dans un autre pays, il y a le 3 ans magique. Au bout de 3 ans, tu poses la question, je reste ou je reviens? Ça Oui. te fait sourire, hein, mais je pense Oh, que que tu sais de oui. quoi je parle. Oui. Et j'ai lu ça à la télé aussi, c'est pas moi qui invente ça. Et c'est la question qu'on se pose. Est-ce que je prends mes vacances ici en France, par exemple, ou je vais passer mon temps à aller dans mon ancien pays, comme je faisais, tout ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon père était très, très malade, il avait le cancer. Puis ça commençait, on me disait, ben, peut-être que tu devrais rentrer. Et aussi, il n'y avait pas juste ça, il y avait d'autres choses. J'avais rencontré une Québécoise en venant en vacances ici. Elle était venue me visiter en France et tout. Ça a fait pencher ou ça m'a fait pencher vers le retour au Québec et tout. Puis, il y a aussi, je me disais, bon, je me voyais peut-être moins passer ma carrière encore en France parce que le coût de la vie était très cher à Annecy, Oui, oui. vraiment très cher. Ok, Euh, oui. ouais, je vois de quoi tu parles. Et on n'était pas loin de la Suisse. Il y Justement. avait des Suisses qui achetaient des maisons ici. J'étais à Annecy, puis tout ça. Et puis, j'ai décidé de revenir. Puis, effectivement, mon père est décédé 1 an après mon retour, même pas 1 an après mon retour. Tout ça. Puis, mais je me suis toujours arrangé pour aller faire des tours en France. J'avais toujours une excuse. Entre autres, 2014, 2015, 2016, je suis allé
3 années d'affilée. Même en 2015, je suis allé 2 fois. J'avais toujours des bonnes excuses pour y aller. Je me trouvais du budget parce que je voulais revoir des amis que j'ai toujours d'ailleurs. Tout ça, mais c'est comme mon deuxième pays, la France. Veux pas. Ah, écoute, j'ai le goût de te dire ça s'entend, puis tant mieux si je veux dire, cette liaison continue comme, appelons-la liaison, comme comme ça on peut laisser une part de fantasme autour de ça. Aujourd'hui, tu nous as donné ton âge, que je ne répéterai pas parce que c'est comme toute princesse, on ne donne pas son âge. Ah, OK. Qu'est-ce que tu fais actuellement aujourd'hui? Parce que moi, je t'ai connu à travers tes posts LinkedIn Mhm. qui sont extrêmement inspirés, inspirants. Assume. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, utilisant des expressions françaises, où je me suis dit, ce monsieur-là, faut que je bois un café avec. Au pire, il se passera rien, puis on aura juste jasé 5 minutes, puis je le saurai. Et autant toi que moi, on a trouvé que le temps passait trop vite, Oui. parce que au-delà de enfin, toutes les aventures et toute ton histoire que je découvre en même temps que, que tu la racontes là, euh, ça paraît ta passion et puis ce que tu amènes au niveau du design industriel, puisque tu communiques, puis c'est extrêmement bien fait. Donc aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, ben, je développe mon brand sur LinkedIn, comme tu as pu voir, tout ça. Je travaille sur un projet en particulier. Pour le moment, j'ai un seul client et mon but, c'est d'en avoir 2 ou 3 autres maximum. C'est un choix que j'ai fait parce que pour moi, le temps, c'est important. Faire un projet consistant, bien fait, c'est important. Je vise pas qui veut bien l'entendre, je ne vise pas la perfection, mais seulement l'excellence. Ça Euh, va finir sur un t-shirt. mais c'est ça, donc je travaille avec un client de la grande région de Montréal qui est vraiment visionnaire, qui veut créer une économie circulaire. Lui, il vend des granules de plastique à valeur ajoutée et il veut vraiment créer une réutilisation du plastique. Bon, par les temps que pour le plastique n'a pas bonne presse, mais lui fait tout en sorte pour récupérer des objets de plastique, pour leur donner une deuxième vie, tout ça. Et lui aussi, il aime beaucoup l'impression 3D. Donc, on a des atomes crochus tous les deux, entre autres, mais lui, il rêve très grand, gros même, avec des imprimantes 3D très grand Oui, format. Donc, je l'aide à trouver une façon de réaliser ses projets avec des imprimantes 3D pour éviter d'investir dans des gros moules d'injection parce que le projet sur lequel je travaille, c'est aussi long que 2 mètres. Donc, c'est indispensable de penser à d'autres choses qu'un moule d'injection qui ferait 3 mètres de long, mettons. C'est ça, je travaille sur un projet de serre hydroponique pour la culture maraîchère et tout ça. Le client de mon client est à Laval et tout, donc je fais des développements, je prépare des prototypes, je cherche aussi des fournisseurs et j'ai trouvé un fournisseur qui est en Espagne. J'ai eu un Zoom avec cette personne-là. J'ai un autre fournisseur qui est aux États-Unis parce que pour moi, faire du design industriel, c'est pas seulement faire des dessins qui soient beaux forcément, mais qui soient fonctionnels, mais c'est aussi dire faut qu'on le réalise, ce projet-là, au meilleur coût et tout ça. J'aide aussi au niveau des fournisseurs. Donc, je travaille sur ce projet-là, mais j'ai d'autres petits projets en parallèle, comme par exemple avec Magali et Nicolas. oui. On a eu un très bon Zoom ensemble, et elle m'a dit, ah, Daniel, t'aimes beaucoup l'impression 3D, le design. Pourquoi tu essaierais pas de développer des patins de chaises anti-bascule? Parce qu'elle a 7 enfants, puis des fois, il aime se balancer sur des chaises à 4 pattes, etc. Donc, j'ai commencé à faire ça il y a 2 mois. Ça progresse. Puis c'est un plaisir pour moi. On est décidé, c'était quasiment un running gag, mais je l'ai pris très au sérieux. Et puis ça aboutit. Puis je fais, qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, je travaille sur un projet avec Isaël Morin, qui est un stratège LinkedIn, en Oui. branding sur LinkedIn et tout ça. Et lui, j'ai vu son setup
ou son arrangement pour faire des visioconférences. Et j'étais un peu déçu. Je me dis, ça n'a pas d'allure en 2022 de prendre des boîtes à chaussures pour mettre son ordinateur pour faire un Zoom debout. Donc, j'ai décidé de faire une station debout pour faire des visioconférences et travailler debout. Donc, je suis en train de développer ça. Je le fais un peu pour lui, mais aussi pour mon plaisir, parce que j'aime ça, toujours rester, affûter mes sens. C'est plus fort que moi. Puis avec, c'est ça, j'ai expliqué aussi dans des derniers, pas podcasts, mais publications, des posts, c'est que le design industriel s'est rendu de plus en plus facile grâce à l'impression 3D, aux machines CNC, de faire des prototypes. J'étais frustré il y a une trentaine d'années quand j'ai fini. J'avais plein d'idées, mais si on n'avait pas d'argent et surtout pas de fournisseurs pour faire les projets, ben l'idée restait dans notre tête. Maintenant, je peux dessiner, imprimer, valider. Pour moi, la pandémie a été bénéfique parce que j'ai décidé de m'équiper avec deux petites imprimantes 3D qui me permettent de réaliser des idées, de valider. Moi, ça me rend heureux. Ça me prend pas tant de choses que ça, finalement. Mais la technologie est plus abordable et intéressante à ce niveau-là. Et puis, j'ai aussi un projet. J'ai contacté 3 fois une multinationale française pour un projet, une invention que j'ai créée au début 2021 en faisant des balades en forêt et tout ça. Et j'ai décidé de dire, ah, ben, ça prendrait des crampons pour fixer après nos bottes d'hiver pour mieux marcher sur la glace et tout ça. Mais des crampons qu'on peut installer sans les mains et tout. Donc, c'est un projet, j'ai inventé, j'ai fait des impressions 3D, j'ai même déposé un brevet provisoire et ça m'a permis de contacter une grande multinationale. Et là, je suis en attente parce que je crois avoir réussi à les convaincre que j'étais une personne pour les aider. Et je leur ai fait une proposition parce que je leur ai dit, ça fait 2 prototypes que je vous présente. La prochaine chose, ben, j'aimerais être payé pour ça, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, je leur ai fait une proposition. Donc, je suis un peu en attente de voir où ça va me mener. Mais à travers tout ça, oui, l'argent, c'est important, mais il n'y a pas juste ça. C'est le bonheur de faire les choses. Puis, pour moi, j'ai la chance d'avoir une conjointe aussi, Catherine, qui est enseignante au primaire depuis 2004. On se fréquente, puis on reste au même endroit. Puis, grâce à elle, je peux vivre, vivre ma passion de design industriel parce que financièrement parlant, ça n'a pas toujours été facile, pas toujours évident. Puis, ben, ça, souvent, il y a souvent quelqu'un dans notre ronde, puis on n'en parle pas assez. Oui. Ben, je tenais à profiter du podcast pour dire ça. Catherine, ben, grâce à elle, j'y dois beaucoup. Ça, c'est important aussi de le dire. Puis j'ai ma famille, ma belle famille, tout ça, qui m'ont supporté moralement, même financièrement parlant. Puis, euh, ben, c'est ça. Donc, c'est ça que je fais pour l'instant, ce genre de projet-là. Mais je suis toujours en recherche de un peu plus de clients, mais pas trop. Pour moi, c'est important de bien accompagner les clients parce que je veux pas juste faire un projet, c'est l'accompagnement des clients, avoir du plaisir à travailler avec eux, puis pour bien faire un travail, il faut prendre le temps de les écouter aussi, parce que je me refuse d'être l'expert qui dit non, mais c'est Oui, vrai, oui, parce oui, que oui. mes clients, ils connaissent mieux leur domaine que moi, donc à chaque projet de design industriel, c'est un, un nouveau départ, c'est s'intéresser à ce que le client sait très bien faire. Moi, j'ai une expertise au niveau de la méthodologie, de trouver des solutions. Mais des fois, les clients ne savent pas, mais eux, ils ont la solution. Mais c'est moi, en posant les bonnes questions, que je leur dis, mais c'est ça que tu veux en fait, mais tu ne le savais pas. Parce que moi, je sais que c'est possible de faire ce que tu veux faire. Mais c'est un peu ça, bref. Écoute, c'est très beau tout ce que tu viens de dire. Merci, merci. Autant effectivement, ce qui est important, c'est, bah, comme tu l'as dit, pour ta conjointe, puis les personnes qui nous servent autant de béquilles, de support, qui nous Mhm. accompagnent, puis qui sont là tout au long de ces carrières ou de ces aventures. Ce que j'aime et que j'apprécie, c'est quand je t'entends parler, je entends plus un inventeur, un créateur qu'un designer industriel, mais l'un allant avec l'autre, ça se comprend.
Mais j'aurais pris juste la section, tu expliques ce que tu fais, puis j'aurais posé la question, qu'est-ce que fait ce monsieur? Je pense pas que beaucoup auraient trouvé designer industriel, mais ça reste intéressant. Tu parlais beaucoup de l'impression 3D. Mhm. Comment tu as découvert ça? Comment t'es tombé dedans? Un peu Ben, comme Obélix. oui, en fait, ça fait assez longtemps que je suis au courant. L'impression 3D a changé de nom. Parce que avant, avant même d'aller à l'école de design industriel en 1990, je lisais le journal des affaires que mon père lisait. J'étais curieux, puis ça parlait de design industriel. Ça commençait un peu. Et si ma mémoire est bonne, j'avais vu qu'il parlait d'un procédé de stéréolithographie. Donc, j'étais déjà au courant au début des années 90 que l'impression 3D ou la fabrication additive, ça existait. Mais c'est seulement à partir de 2006, soit environ une dizaine d'années après avoir terminé mon bac, que j'ai commencé à utiliser ça, mais en sous-traitance. Une compagnie de Oui, Québec, son représentant des ventes était venu me voir puis m'expliquait à l'époque, on appelait ça le prototypage rapide. Eux, ils offraient des services de prototypage rapide, et il y avait plusieurs types de fabrication additive et tout ça, SLA, SLS, même du FDM et tout ça. Et il a essayé de m'expliquer les bienfaits du prototypage rapide. Moi, j'ai dit, t'as pas à me convaincre. Euh, j'ai dit, je trouve ça super pertinent. Mais il me dit, Daniel, tu sais, il y a des pères qui croient pas à ça. Mais voyons donc, j'ai dit, OK. Puis, donc, bref, j'ai commencé à utiliser leurs services à partir de 2006. En particulier, en 2009, j'ai fait faire un arrosoir de jardinage que j'avais créé, qui était empilable, qui était plutôt ergonomique et tout ça. Donc, j'ai fait affaire avec eux. Ça a commencé surtout comme ça. Mais c'est seulement vraiment en 2000, j'ai eu un emploi avec un inventeur de Saint-Eustache qui créait ses propres machines CNC, ses CNC routeurs, qui avaient des petites imprimantes 3D, des imprimantes de type FDM. Puis, c'est ça. Donc, ça m'a donné un peu la piqûre parce qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle la pandémie de COVID-19. oui. Et tout le monde s'est mis à créer des visières anti-COVID. Donc, moi, j'ai créé mon concept et lui, il a dit, Daniel, on va imprimer ça. Il m'a prêté ses imprimantes pour que je puisse tout faire dans l'atelier chez moi, dans le sous-sol. Et c'est comme ça, je me suis mis à vraiment triper, comme on dit en bon québécois, triper. C'était la première chose que je faisais quand je me levais le matin. J'allais voir l'impression où c'est en était rendu le matin. C'est comme ça, puis j'ai décidé après ça d'acheter mes propres imprimantes plus grosses, toujours de type FDM. Et je pense que ça fait à peu près 5 ans qu'on appelle ça de l'impression 3D. Oui. Donc, c'est passé de stéréolithographie, on a appelé ça le prototypage rapide, impression 3D, on parle aussi de fabrication additive, tout ça, mais ça fait un petit bout que je m'intéresse à ça, mais je dirais qu'avec la pandémie, ça allait accélérer parce que j'ai voulu tout lire le plus possible. Je me suis acheté des bouquins, j'ai lu. On m'a même approché sur LinkedIn pour que je puisse éventuellement donner une formation en impression 3D dans un cégep du Grand Montréal. C'est en développement. Bon, il reste à savoir si le cours va se donner, mais je pourrais donner un cours. J'ai été retenu, ma candidature a été retenue parce que je suis vraiment passionné par l'impression 3D. J'y vois de l'avenir dans tout ça. Pour moi, l'imprimante 3D, dans 15 ans, on va tous en avoir une chez soi, un peu comme on a un micro-ondes maintenant à la maison. Oui. Euh, ça va changer, ça va changer notre façon de vivre, de travailler, des entreprises aussi, mais enfin, on pourrait s'en parler longtemps. Je dis oh que oui, mais en même temps, je te dis, je pourrais boire tes paroles parce que t'en parles avec passion, donc forcément c'est passionnant. J'aime pas le terme bonhomie, mais tu as cette sympathie qui fait que ça rend le sujet sympathique, puis qu'on a le goût d'en savoir plus. En même temps, c'est sûr que c'est passionnant, l'impression 3D, parce que ça ouvre un champ des possibles. Oui. Autant de l'impression de maison en Chine que de pouvoir reproduire la petite pièce qui nous manque, puis qui Hey, n'existe plus pour réparer le cossin en bon québécois. Qui, oui, euh,
Tu as tout à fait raison. Effectivement, les impressions de maison avec la fabrication additive en Chine, même au Brésil, c'est très populaire Oui, aussi. Ça risque de changer les façons de faire les choses, effectivement. C'est déjà la réalité, mais il faut faire attention pour pas qu'il y ait une dérive, parce que des fois, on se met à adopter une technologie, puis on pense pas aux à côté. Comment on fait pour la réparer, cette maison-là, si elle est imprimée en 3D? C'est déjà quelque chose à laquelle je pense. Faut faire attention. C'est comme les voitures électriques. oui, Les batteries, c'est polluant, le lithium pour les batteries. oui que Des oui. fois, on veut remplacer le moteur à essence par les voitures électriques, oui, mais faut faire attention. Comme designer industriel, faut aussi faire attention pour se poser les bonnes questions. C'est ça la différence entre un inventeur et un designer industriel. Ma vision, c'est le designer industriel peut pas juste inventer, il faut qu'il pense à faire des choses qui soient de plus en plus écologiques, éco-responsables, qui fonctionnent bien. Un inventeur, des fois, va oublier ça, va trouver une solution, mais est-ce qu'elle est belle? Pas toujours. Est-ce qu'elle est réalisable commercialement parlant? Pas souvent. Et c'est là que les inventeurs doivent faire affaire à des designers industriels. Euh, c'est ça la grosse différence entre un inventeur et un designer industriel. Le designer industriel doit être hyper pragmatique. Il doit être créatif, mais il peut pas être un artiste. Puis il peut pas être un ingénieur non plus. Il doit se situer entre les deux. Donc c'est un sacré défi, mais pour moi, même maintenant, j'ai changé dans mon jargon. Ah, il y a un problème. Non, j'appelle ça un défi maintenant. C'est beaucoup plus stimulant de dire j'ai un défi, c'est un problème. J'ai essayé avec les années de faire plus attention aux mots que j'utilisais pour moi, mais aussi pour les autres. Enfin, voilà. Ah, écoute, pour celles et ceux qui se posent la question, effectivement, ces questions-là seront dans l'examen de fin de session. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. Non, normalement, j'ai un segment qui s'appelle le segment passion, parce que la passion, c'est bien beau, mais il faut bien, je dis, payer ses factures. Sauf que là, tu t'es tellement bien présenté qu'en fin de compte, il manque qu'un seul élément à ce segment-là. C'est, moi, je suis convaincu, je veux pouvoir jaser avec Daniel ou discuter avec, peu importe où je suis sur la planète. Comment je fais pour rentrer en contact avec toi? La manière la plus facile maintenant, je dirais, c'est carrément LinkedIn. Ok. C'est une plateforme que j'adore, que j'ai envie de remercier parce que grâce à elle, je trouve que LinkedIn, qui était un réseau social professionnel un peu beige, pour reprendre l'expression qu'on utilise, est devenu plus humain. J'ai rencontré des gens tels que toi, Magali, d'autres personnes qui m'ont permis de mieux me comprendre moi-même, de trouver des interlocuteurs avec qui c'est super intéressant de discuter. Tout ça. Donc, c'est la meilleure façon, je dirais, par LinkedIn, comme ça. Puis là, je suis en train de créer, de collaborer avec une personne qui va travailler sur un nouveau site web pour moi, un nouveau logo, une image de marque et tout ça. Mais je dirais que LinkedIn, c'est sans doute la meilleure façon de me joindre. Ok. De toute façon, je mettrai le lien dans je vais dire dans les commentaires, non, dans le descriptif. C'est important de lire des fois les descriptifs. Mhm, bien sûr. Tu as un parcours qui est à la fois, enfin, moi je le trouve standard, mais pour la majorité du monde, il doit paraître assez atypique. Parce qu'on OK. s'entend que tu as pas mal voyagé, tu as su assez rapidement ce qui te passionnait, puis tu as décidé d'orienter ta vie en fonction de cette passion plutôt qu'à l'inverse, de ce que la société ou papa, maman disent. Je mets des guillemets à disent, parce ils le disent pas vraiment. C'est plus sous le terme tu vas être ingénieur ou médecin, mon fils ou ma fille. Il y a Mhm, comme pas vraiment de sujet à débattre ou à discussion. mhm. Si tu avais un conseil à donner au plus grand monde ou aux nouvelles générations, tu sais, la fameuse bouteille à la mer, Oui. ça serait quoi? Moi, j'ai peur d'être un peu cliché, mais je suis pas le premier à dire ça, mais je pense que quand on est passionné par ce que l'on fait, on peut défoncer des murs, gravir des montagnes beaucoup plus facilement. L'idée, c'est vraiment d'aimer ce que l'on fait. Puis je pense que quand on aime vraiment ça, on peut devenir très, très bon, très pertinent. Et puis l'idée, c'est
quand on se lève un matin et on n'a pas l'impression d'aller travailler, ça, c'est génial. Oui. Bon, je suis pas le premier à dire ça. J'aurais tendance à dire, faites ce qui vous plaît. C'est sûr que il y a certains domaines, il y a des gens qui peuvent être passionnés, mais on peut se demander, mais comment on va faire pour payer les factures? Parce que j'ai déjà été en ambivalent, savoir est-ce que je fais du design ou je m'en vais en cinéma pour devenir cinéaste. Bon, ça, c'est un domaine, il y a très peu d'élus, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma, tout ça. On pense à Luc Besson, Denis Villeneuve ici au Québec, Jean-Marc Vallée qui est décédé trop tôt, tout ça. Mais il y en a pas beaucoup, donc c'est très difficile. Il faut être conscient de ça. Mais en même temps, c'est sûr, j'ai tendance à penser à plusieurs choses en même temps. Je connais quelqu'un, une jeune femme qui voulait devenir, qui avait décidé d'étudier en droit, mais finalement, sa passion, c'était le théâtre, le cinéma et tout ça. Elle a fait 1 an à l'Université de Montréal en droit. Ben, elle a dit non, non, non. Elle dit, je vais prendre le risque de faire vraiment ce qui me passionne. Puis elle y arrive. Elle a 27 ans à peine. Elle est passée dans le district 31 ici au Québec. Ah, c'est Bon, cool. elle a quand même fait quelque chose, mais elle a pas eu, c'est pas une grande vedette encore, mais elle est très talentueuse. Elle joue avec des artistes québécois très connus. Puis elle a l'air très bien dans sa peau. Mais c'est sûr qu'elle est réaliste. Elle sait qu'elle doit être travailleur autonome, avoir des contrats à gauche et à droite. Mais je pense que oui, c'est possible de vivre de sa passion, mais c'est comme être travailleur autonome. C'est un choix qu'on fait. Moi, je suis vraiment plus heureux comme travailleur autonome maintenant parce que avec la pandémie, j'ai réalisé c'est ça que ça me prenait. Euh, Moi, c'est ça, je me dirais, c'est important de se poser les bonnes questions, mais je dirais aussi de bien savoir s'entourer, de pas avoir peur de poser des questions à des gens qui nous inspirent. Par exemple, moi, avant d'aller étudier en design industriel, j'ai appelé un designer industriel. J'ai parlé avec lui pendant peut-être une demi-heure, tout ça. Et puis, ça m'a aiguillé. Je lui demandais où je devais aller étudier et tout. Je posais des questions. J'ai fait beaucoup de recherches. Puis maintenant, avec Internet, on trouve tout sur une bibliothèque Oui. mondiale. Moi, j'aurais aimé savoir ça, Internet, au début de mes années universitaires. Mais bon, maintenant, j'y ai accès, je suis content. Mais le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est oui, faire ce qui nous plaît vraiment. Puis je pense que même si ça peut être difficile, on peut finir par bien gagner sa vie, mais ça sera pas toujours forcément facile. Puis là, maintenant, je dirais qu'avec la pénurie de main-d'œuvre à tout le monde au Québec, c'est une réalité qui est plus accessible. Même ma sœur, elle a 4 jeunes enfants. Puis je leur pose des questions, je les écoute, puis j'essaie de leur dire, faites vraiment ce que vous aimez. Puis j'ai dit, vous avez plus de choix que vous pensez. Puis moi, je trouve que c'est une bonne affaire qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre parce qu'il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Oui. C'est plus vrai qu'on doit travailler 70 heures, 80 heures. La vie, c'est pas juste travailler, mais c'est aussi vivre sa vie, travailler pour avoir du plaisir, mais aussi pour avoir de l'argent pour en profiter. Donc, moi, je suis content de ce qui se passe. Puis, euh, je trouve que c'est bénéfique, pas juste pour les jeunes, même pour moi, qu'il y ait un changement de paradigme, que les entrepreneurs, que les employeurs révisent leur façon de voir le travail aussi. Puis moi, je trouve que la pandémie, ça a été une bonne chose pour ça. Je vois beaucoup de positifs à la pandémie. Je suis peut-être une personne un peu atypique parce que moi, j'adore réfléchir, analyser les choses, me poser des questions, parler avec les gens. Puis, mais je dois avouer que je maîtrise pas encore l'art de la synthèse pour donner des conseils. Mais bon, je suis comme ça, mais voilà. Écoute, on est qui on est, puis l'essentiel, c'est qu'on puisse s'apprécier soi-même. Après, le reste, on dealera avec. Mais, Merci, t'as toujours les bons mots, Diane. oh, t'es fin, t'es fin, t'es fin. Tu me redonneras les coordonnées pour le chèque que je te dois. C'est plutôt moi qui devrais te payer, Oh, pas non. seulement, pas seulement un bon resto, mais plus que Ah, écoute. Euh, Monsieur essaie de m'acheter, mais c'est moi qui t'invite. ça. Et j'ai le goût de bah, comme à chaque fois, c'est fait comme si ça faisait 30 ans qu'on se connaissait alors que c'est tout récent. J'ai surtout envie de te remercier pour cet échange et la qualité de ce que tu nous as raconté.
En même temps, c'est ta vie, donc forcément, elle est qualitative. C'est comme Mm. celle de tout un chacun. On n'en a qu'une, donc autant en profiter puis la valoriser. Tout à fait. Tu as apporté pas mal d'éléments qui sont à réflexion puis qui seront sûrement à creuser, donc je réitère mon invitation. Embêtez pas Daniel, mais si vous êtes dans la bienveillance, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, allez le contacter sur LinkedIn. Euh, c'est toujours embêtant parce qu'on est arrivé à une époque où un merci ne suffit plus. Tu sais, t'étais obligé de rajouter des adjectifs ou autre chose. Donc, je vais tomber dans la norme, puis je vais te proposer un gros merci d'avoir participé à cet échange, puis à cet épisode-là. Évidemment, il est sûr que je te réinvite pour des lives, puis qu'on va continuer à échanger parce on a découvert qu'une toute petite partie. Comme on dit, on est à un pitch là. On n'a même pas travaillé sur le pilote. Donc, une des traditions de mon podcast, c'est le mot de la fin. Donc, je te confie le mot de la fin. C'est à toi, Daniel. Ben, tout d'abord, je tiens à te remercier vivement pour ce premier podcast pour moi. C'était un honneur d'avoir été invité. Le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais essayer d'être bref, premièrement. Je pense que la bienveillance dans le monde, c'est très important. Je pense que c'est important d'avoir des bonnes intentions et j'espère que comme humanité, parce que par rapport au changement climatique, je pense qu'il y a des solutions, mais il faudrait vraiment qu'on prenne des intentions sincères. Parler, c'est bien, réfléchir, c'est bien, mais il faut planifier et passer à l'acte. Ce que je dirais, je trouve que c'est très gentil aussi de m'avoir invité, de m'avoir donné cette parole-là, puis je t'encourage à faire ça aussi avec d'autres personnes, parce que je crois que des personnes bienveillantes et des bonnes personnes, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Faut juste les faire connaître, là. Puis je te remercie beaucoup pour ta bienveillance, ta gentillesse, de m'avoir invité à ce podcast-là. C'est un immense honneur et privilège. Je l'apprécie beaucoup. Puis je te remercie également. Puis j'espère qu'on va se revoir sérieusement en présentiel aussi. Puis ça va me faire plaisir pour d'autres lives. Qui sait? Merci à toi également. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi et à bientôt. Bye bye.